Donc, troisième conférence du cycle de cette année 2017, organisée en collaboration avec le FILAF. Sébastien Planas dira un petit mot de ce joli festival qui vient de se terminer à Perpignan. Donc ce soir, nous avons le plaisir d'accueillir Antoinette Lenormand-Romain pour donc nous parler de Rodin, exposition qui est actuellement en cours au Grand Palais, comme vous pouvez le voir, qui se termine le 31 juillet prochain. Donc je vous invite à y aller. Mais pour ceux qui n'auraient pas eu la chance de la voir ou d'y aller prochainement, j'aime bien dire que si vous ne pouvez pas aller à Paris, Paris vient ici à Canet, donc avec le Grand Palais qui se déplace. Je tenais à le signaler. Voilà, donc écoutez, sans tarder, je vais laisser la parole à Sébastien qui va nous dire deux petits mots sur le FILAF et ensuite à Madame Lenormand pour nous parler de ce grand sculpteur, Auguste Rodin. Bonjour à toutes et tous, et d'abord merci à Pascal et à la ville de Canet de continuer ce partenariat et de nous accueillir et de rendre possible ce genre de présentation passionnante. Voilà, le festival a eu lieu, le FILAF a eu lieu la semaine dernière, comme le disait Pascal à l'instant, qui a eu un beau succès, aussi bien du point de vue des projections de films. En particulier, je sais que pas mal de gens parmi vous de Canet sont venus voir ce qu'on appelait la section grand-large de la programmation film, qui revenait sur les expositions et sur les monographies de l'année. Voilà, donc ça c'était plutôt sympa de le voir. Il y a eu beaucoup d'événements pendant le festival. C'est un festival très riche, hein. On a pu accueillir des artistes, des écrivains, des gens particulièrement intéressants. D'une certaine manière, le festival continue un petit peu. Alors, ce soir, par ce genre d'événements, et puis qui continue pendant l'année. Et si vous avez l'occasion d'aller à Perpignan, il y a deux expositions que la ville nous a demandé de continuer, de ne pas garder simplement une semaine, mais de continuer pendant le mois de juillet, en tout cas la plus grande partie du mois de juillet. C'est une exposition de Jean-Michel Alberola à la galerie du FILAF, c'est-à-dire à la place Guétry, juste derrière la cathédrale, qui est une belle exposition qui revient sur son lien entre la peinture, la littérature et le cinéma. Et puis une exposition aussi de l'œuvre gravée de David Lynch, qui est à la Chapelle du Tiers-Ordre, qui est plus connu pour être cinéaste, mais là, c'est une exposition qui marque le fait que lui vient plutôt de la peinture et qui passe son temps à l'atelier Item à Paris à réaliser des gravures comme celles qu'on peut voir à Perpignan. Moi, je suis très heureux de vous accueillir avec Pascal, Antoinette Lenormand-Romain. Quelques mots donc sur votre parcours qui est très riche. Vous êtes historienne de l'art, vous avez été conservatrice en chef des musées, musée d'Orsay notamment, et puis vous êtes spécialiste de Rodin, vous avez dirigé l'INHA dont on parlait tout à l'heure, et encore une fois on est ravis de vous accueillir pour parler d'Auguste Rodin, dont l'exposition du centenaire et le livre qui est à la vente à l'entrée, le livre qui accompagne l'exposition sont des moments marquants, je crois, et que de prendre le temps comme ce soir de revenir dessus n'est pas inutile. Voilà. Merci en tout cas. Alors merci d'abord à tous deux de ces paroles amicales. En ce qui me concerne, c'est un grand plaisir de venir ce soir à Canet parler de cette exposition qui a beaucoup compté pour moi, évidemment, puisque j'ai passé une grande partie de ma carrière à travailler sur Rodin. Alors Rodin, l'exposition du centenaire. Rodin est mort en 1917. Je vous rappelle rapidement qu'il est né en 1840. Exposition donc qui marque l'aboutissement de ce siècle et l'aboutissement d'une longue période au cours de laquelle Rodin a été d'abord quelque peu oublié, considéré presque comme un artiste ringard, et puis finalement, peu à peu, remonter la pente pour occuper maintenant une place, une des premières places au sein du panorama artistique de la fin du XIXe siècle. Une exposition qui a été inaugurée par le président de la République, qui évidemment n'avait qu'à traverser les Champs-Élysées pour venir au Grand Palais, et qui décore ici Madame Cantor,
Cantor, c'est un nom important par rapport à Rodin, car son mari, qui est parti maintenant dans l'autre monde, et elle ont été des grands mécènes du musée Rodin et ont beaucoup accompagné et encouragé la diffusion de l'œuvre de Rodin aux États-Unis. Et derrière Madame Cantor, vous apercevez Madame Chevillot, qui est l'actuelle directrice du musée Rodin et qui est avec moi l'autre commissaire de l'exposition. C'est une de mes bonnes amies et donc le travail, la collaboration entre nous s'est passé de façon totalement harmonieuse. Alors, exposition du centenaire, on pense tout de suite, en fait, rétrospective. Mais rétrospective dans le cas de Rodin à Paris, est-ce que cela avait vraiment un sens ? Après réflexion, nous nous sommes dit que non, dans la mesure où, vous le savez tous, il y a à Paris un musée Rodin qui présente donc l'œuvre du sculpteur, et musée qui a été rénové récemment et qui a rouvert donc il y a 18 mois, montrant à la fois un cadre, l'hôtel Biron, qui est un très bel hôtel du XVIIIe siècle, totalement remis en état, et montrant donc très très bien l'ensemble de l'œuvre de Rodin. Nous nous sommes donc dit que ça n'avait pas de sens de faire traverser la Seine à ces sculptures. Bon, certes, il était bon de les sortir de leur hôtel du XVIIIe pour les montrer dans le cadre plus neutre du Grand Palais et donner donc de ce fait à Rodin la place qui doit être la sienne donc dans ce panorama de la fin du XIXe siècle. Mais nous nous sommes dit qu'il fallait tout de même trouver un autre sens à l'exposition. Et nous nous sommes donc décidés à montrer peut-être, bien sûr, Rodin lui-même, mais aussi la réception de son œuvre. Donc la réception à la fois par le public et les collectionneurs et par les artistes. Donc tout au long de l'exposition, vous avez une sorte de rythme qui revient continuellement. Rodin, donc tel qu'en lui-même à la période considérée. Ensuite, qu'est-ce que le public, qu'est-ce que les collectionneurs ont apprécié, ont recherché dans son œuvre à cette période? Et enfin, qu'est-ce que les artistes en ont retenu? Et évidemment, donc, la proportion Rodin, autres artistes s'inverse peu à peu au long de l'exposition, puisque au début de l'exposition, vous avez surtout des œuvres de Rodin, et en revanche, dans la dernière galerie, il n'y a pratiquement plus que des œuvres d'autres artistes. Et donc, ce fil, nous l'affirmons dès l'entrée de l'exposition. Vous êtes ici dans la première salle. Vous reconnaissez bien sûr en face de vous le penseur dans la grande version de 1904, encadré de deux autres sculptures. À gauche, cette figure de Lehmbruck. Lehmbruck est un sculpteur allemand qui s'est suicidé en 1919 et dont toute l'œuvre en fait exprime ce drame qu'il a vécu, ce drame de la Première Guerre. Lehmbruck en fait reste fidèle à la figure humaine, reprend des attitudes relativement, enfin tout à fait traditionnelles, mais donne à ses personnages ces corps extrêmement émaciés qui exprime en quelque sorte donc le drame de cette période. Et puis de l'autre côté, très monumental, une œuvre beaucoup plus contemporaine, vous voyez, 2009, Baselitz, qui lui est une sorte de clin d'œil au penseur. Vous voyez d'ailleurs le titre, Peuple, chose, zéro, et zéro est écrit sur le chapeau. Donc c'est un autoportrait, on le sait, c'est un autoportrait qui s'inspire aussi des Christ aux outrages, mais qui évidemment offre un écho du penseur, même si on peut hésiter entre un penseur, effectivement, ou peut-être un personnage présentant les armes. Donc, dès le début, vous le voyez, cette espèce de balancement entre Rodin lui-même et les autres artistes. Alors, si c'est le grand penseur que nous avons montré ici, c'est que c'est dans cette taille et à partir de 1904 qu'il devient l'œuvre extrêmement célèbre qu'il est aujourd'hui. Je pense que tout le monde connaît la silhouette du penseur et tout le monde associe immédiatement l'œuvre à Rodin lui-même. Mais l'histoire du penseur est en fait beaucoup plus ancienne, remonte beaucoup plus loin dans l'œuvre de Rodin. Et ici, donc, nous pénétrons dans la première partie de l'exposition, celle qui couvre grosso modo la période 1880-1895 et qui voit la création de la porte de l'enfer. Alors, cette porte de l'enfer, commandée à Rodin en 1880 pour un bâtiment officiel à Paris, Rodin, en réalité, ne l'a jamais véritablement achevée. Et il y travaille avec passion pendant les années 1880-1885 environ, la laisse
dans l'état que vous avez ici vers 1890. Il revient une fois en 1900 et ensuite de quoi n'arrive pas véritablement à l'achever. L'État d'ailleurs ne lui demande pas de la livrer et la porte reste donc inachevée. Il faut imaginer l'atelier de Rodin avec un grand cadre en bois aux dimensions de la porte et dans lequel il essaie peu à peu les figures qu'il modèle sur une table, sur des tables placées au centre de l'atelier. Alors, ce Rodin du début de sa carrière, on le connaît relativement peu, puisque c'est un artiste qui n'est pas encore très célèbre, et donc seuls quelques journalistes un peu plus audacieux, un peu plus curieux peut-être, sont allés lui rendre visite dans son atelier, et nous en ont laissé des descriptions, et ils évoquent donc à la fois ce grand cadre, et puis des étagères sur lesquelles s'entassent les figures. Et ces figures, en fait, elles vont avoir une double existence. Et vous le voyez ici avec ces deux versions du penseur. Donc une existence autonome, en quelque sorte, une figure libre qui peut être exposée, qui peut être fondue en bronze, qui peut être traduite en marbre. C'est celui que vous avez à l'extrême gauche. Et une autre version de la figure adaptée pour s'intégrer dans la porte de l'enfer. Et vous avez donc le plâtre central, qui est le plâtre tel qu'il peut trouver sa place au centre du tympan. Alors, s'il est au centre du tympan, c'est qu'il représente Dante. La porte de l'enfer, sujet proposé probablement par Rodin lui-même, représente non pas l'enfer des chrétiens, mais l'enfer tel que Dante, poète italien, l'a décrit dans ce grand poème qui s'appelle La Divine Comédie. Et Rodin, qui est en fait, qui s'inscrit dans la tradition des artistes romantiques, dans ce poème choisit la partie la plus obscure, la plus dramatique, qui est donc cette peinture de l'enfer. Donc Rodin, au centre de son tympan, présente ce personnage de Dante, mais un Dante qui surprend en réalité, puisque, comme vous venez de le voir, comme vous le voyez d'ailleurs encore ici, c'est un Dante qui est nu. Rodin, en fait, à la fois s'inscrit dans la suite de la longue tradition artistique, tradition qui plonge ses racines dans l'Antiquité, et en quelque sorte annonce le XXe siècle, et c'est ce qui fait en réalité qu'il a la place qu'il occupe dans l'histoire de la sculpture. Vous voyez ici le monument de Dante, le monument à Dante qui se trouve à Florence. Donc voilà Dante comme on le représente d'habitude, en costume du Moyen-Âge, avec son petit chapeau sur la tête et sa couronne de laurier. De cela, en fait, Rodin ne retient pratiquement rien. Il garde peut-être une espèce de souvenir du bonnet, mais encore faut-il un peu d'imagination pour le reconnaître. Alors, s'il le représente nu, c'est parce que, au-delà de Dante, Rodin veut représenter tous les poètes, toute la poésie. Rodin admire beaucoup deux poètes en particulier qui sont Baudelaire et Victor Hugo. Et dans cette figure du penseur, en fait, il faut imaginer, si vous voulez, cette dimension, cet éventail extrêmement large de références. Et il le représente nu, puisque de cette façon, il peut incarner la poésie à quelque époque du temps que vous vous placiez, et non pas donc représenter un poète du XIIe siècle ou un poète, je ne sais pas, du XVe ou du XIXe, comme dans le cas de Baudelaire et de Hugo. Mais en faisant cela, Rodin sait qu'il faut tout de même que son public puisse identifier même succinctement la figure, et il va donc reprendre une attitude traditionnelle, une attitude qui, depuis l'Antiquité, signifie la pensée, la réflexion, et donc au-delà de ça, la qualité humaine, la qualité de l'homme vraiment, puisque l'homme est celui qui est animé en quelque sorte par son esprit, et c'est donc une attitude dont j'aurais pu vous montrer des dizaines et des dizaines d'exemples. Donc j'ai choisi ce chapiteau de Saint-Trophime, d'Arles, du cloître de Saint-Trophime, pour vous montrer donc que c'est vraiment une attitude que tout un chacun reconnaît immédiatement comme celle de la pensée. Et ce sont donc
ces qualités, si vous voulez, à la fois ce côté immédiatement identifiable de l'attitude, mais identifiable non pas parce qu'il y a des livres, par exemple, à son pied, identifiable à cause du geste, à cause du corps lui-même, et par ailleurs cette dimension universelle de la figure qui font donc que Rodin introduit un nouveau chapitre dans l'histoire de la sculpture, et un chapitre qui va se développer tout au long du XXe siècle avec des artistes comme Baselitz, donc, qui est ici, et qui ouvertement vont reconnaître leur dette envers Rodin et leur admiration pour lui. Alors, je vous disais donc à l'instant que Rodin travaille sa porte lui-même devant une table sur laquelle il modèle des figures et qu'il essaie ensuite à l'intérieur de ce cadre. Et nous avons ici, ce qui est presque un miracle, en fait, nous avons pu retrouver cette figure en terre cuite que vous avez à gauche et qui est en fait la moitié de la vieille femme que vous voyez à droite dans ce qui est un des pilastres de la porte de l'enfer. Donc vous imaginez Rodin dans son atelier, devant sa motte de terre, créant une figure complète, une figure de vieille femme, et puis à un moment donné, la coupant en deux avec un fil, exactement comme il couperait une motte de beurre, collant une moitié sur le pilastre de la porte de l'enfer et conservant l'autre partie. Et la trouvant en réalité suffisamment intéressante pour la cuire, puisque la terre non cuite ne se conserve pas, elle tombe en poussière, et également pour la monter sur cette petite base qui est très caractéristique des œuvres provenant de l'atelier de Rodin. Donc vous voyez une vraie volonté de conservation qui, pour nous, historiens d'art, est quelque chose d'extraordinaire, parce que là, vraiment, si vous voulez, nous sommes au plus proche du travail donc, de Rodin sur la porte, et nous comprenons le processus qui lui a permis de créer cette grande œuvre. Alors, ces figures de la porte expriment la passion, expriment la douleur, l'angoisse, l'amour, etc., etc., et l'expriment de façon très directe, en fait, par les corps eux-mêmes. Rodin disait « Le corps est un moulage où s'impriment les passions », et des figures comme celle-ci, qui sont probablement le plus beau Rodin, figures qui viennent directement des réserves du musée, je pense, nous font comprendre en fait cette force, cette intensité de l'art de Rodin. Donc ce sont des figures qui sont dans l'ensemble extrêmement célèbres, dont il y a eu des exemplaires en plâtre que Rodin a donnés à ses amis, écrivains en particulier, dont il y a eu des bronzes, dont il y a eu des marbres, mais nous avons ici la chance de pouvoir présenter ces plâtres, et le plâtre a ce côté peut-être plus chaleureux en fait que le bronze ou le marbre, et encore une fois donc nous ramène au plus près du travail de Rodin. Donc dans ces figures, il cherche toujours à aller au plus fort, au plus intense de l'expression. Et en voici un exemple avec le groupe d'Hugolin. Hugolin, c'est un personnage qui a véritablement vécu en Italie au XIIe siècle, qui a été fait prisonnier à la fin de l'une de ces petites guerres qui opposaient les seigneurs du nord de l'Italie, et qui a été enfermé à Pise dans une tour que l'on a appelée la tour de la faim, car Hugolin a été condamné à mourir de faim avec ses enfants et ses petits-enfants. Et pour symboliser cette condamnation, la clé de la tour a été jetée dans le fleuve Arno. Dante, dans son Enfer, décrit sa rencontre avec Hugolin. Il y a plusieurs vers, en fait, racontant cette rencontre et racontant le martyre d'Hugolin. Et alors que la plupart des artistes, Hugolin est en fait un thème qui a eu beaucoup de succès au XIXe siècle, qui a été représenté par des gens comme Delacroix, comme Carpeaux. Vous connaissez sans doute le grand Hugolin de Carpeaux qui est au musée d'Orsay. Mais alors que ces artistes représentent généralement Hugolin assis, donc un Hugolin qui est encore à la verticale, qui est donc représenté encore comme un homme, l'homme étant caractérisé justement par cette position verticale, Rodin, lui, choisit d'aller vers la fin du texte, vers le moment où Hugolin, tenaillé par la faim, affaibli, se traîne, voyez, à quatre pattes sur le corps de ses enfants qui, eux, sont déjà morts. Et Dante dit bien qu'à ce moment-là, Hugolin devient comparable à une bête.
Et c'est cette position, donc, accroupie, c'est cette position sur ces 4 membres qui permettent donc de le rapprocher davantage de l'animal à un moment où il a donc perdu la dignité de l'homme. Et Ugolin, donc, vous le savez peut-être, tenaillé par la faim, a fini par manger la chair de ses enfants, et c'est ce qui lui a valu d'être condamné à l'enfer. Et donc Rodin a accompli tout un chemin, commençant dans le très beau dessin que vous avez ici par un Ugolin assis, donc s'inscrivant mieux dans la tradition, et terminant donc par cet Ugolin au corps extrêmement amaigri, à 4 pattes, donc la bouche ouverte, les yeux hagards, donc une figure qui nous fait sentir donc très directement le drame qui se noue à ce moment-là. Et voilà la plus ancienne photo que nous ayons, la porte de l'enfer. Nous sommes en avril 1887 et nous sommes devant un état intermédiaire de la porte qui est un peu différent de l'état que nous connaissons aujourd'hui. Et vous avez donc en bas du ventail gauche le groupe d'Ugolin qui a sans doute été fixé relativement récemment, où les figures autour ont été retouchées relativement récemment. Et vous avez ces taches noires qui montrent probablement des reprises à la cire sur le plâtre de la porte. Donc, comme je vous l'ai dit, l'œuvre de Rodin à la période considérée, son influence sur les jeunes artistes, et voici donc pour cette période un petit groupe de figures montrant l'influence que l'œuvre de Rodin pouvait avoir sur la production sculpturale. Vous avez à droite l'enfant prodigue de Rodin dans sa grande version, qui est un peu plus tardive, mais vous voyez que Zadkine, Lembrouck et Kolbe ont repris chacun soit les bras tendus vers le ciel, qui donne toute son intensité dramatique à la figure, soit ce corps qui est ce corps placé en oblique, ce corps en position oblique, qui crée une sorte de déséquilibre et qui ajoute en fait à l'angoisse qu'exprime la figure. Et un autre ensemble de figures nous montrant l'influence qu'a pu avoir Rodin, l'influence ou peut-être plutôt le rapport des artistes à l'intérieur de l'atelier. Parce qu'il faut que vous réalisiez bien que Rodin très vite va attirer autour de lui des artistes plus jeunes qui dans un premier temps vont se considérer comme ses collaborateurs ou ses élèves et plus tard deviendront simplement des assistants avec lesquels Rodin a beaucoup moins partagé qu'avec ce premier groupe des années 1880. Donc nous avons consacré une vitrine au thème des vieilles. Et vous avez ici 3 œuvres que l'on rapproche toujours, et rapprochement qui est extrêmement fort, avec à gauche la Clotho de Camille Claudel, au centre la Misère de Desbois, et à droite celle qui fut la Belle et Aumière de Rodin. Alors en réalité, de ces 3 figures, ou en tout cas de Desbois et de Rodin, on ne sait pas exactement quelle est la figure qui vient en premier, et les historiens d'art se querellent toujours un petit peu parce que les partisans de Rodin pensent que c'est Rodin qui a commencé, et ceux qui essaient de mettre en valeur les autres artistes disent qu'au contraire, Rodin a repris une idée qui était d'abord celle de Desbois. Quoi qu'il en soit, on sait que dans ces années-là, posait dans les ateliers une vieille italienne qui s'appelait Maria Chera, et il est évident qu'elle a dû venir dans l'atelier de Rodin poser pour lui, et qu'elle a posé également pour d'autres artistes, puisque ces artistes sont très proches, et qu'il est évident qu'ils devaient discuter, qu'ils devaient échanger, qu'ils devaient se suggérer peut-être même tout simplement des idées les uns aux autres. Et ce qui est intéressant ici, en fait, c'est de voir ce que ces 3 artistes ont fait en réalité d'un même thème, qui est la représentation d'une vieille femme. Alors, si l'on part de la gauche, Camille Claudel, avec sa Clotho, donne tout de suite un côté, choisit un sujet mythologique. Clotho, c'est une des Parques, hein, et vous voyez qu'ici, cette vieille femme est en quelque sorte prisonnière des mèches de sa chevelure, parce que, évidemment, on n'a pas manqué c'est dans quoi on n'a pas manqué de voir une sorte de prémonition de la folie qui allait en fait la saisir, mais la saisir 20 ans plus tard, donc il nous faut peut-être faire attention
parfois à notre regard du XXe siècle et ne pas faire dire trop de choses à des œuvres comme celle-ci. C'est en tout cas l'œuvre que Camille Claudel a réalisée au moment de sa rupture avec Rodin, rupture dont je souligne qu'elle est totalement responsable, mais rupture dont elle a beaucoup souffert, de même que Rodin, et c'est évidemment une œuvre dans laquelle on sent toute cette intensité personnelle, dramatique. Au centre, vous avez donc la misère de Desbois. Desbois, lui aussi, donne tout de suite un titre à son œuvre, La misère. Il en fait une figure allégorique qui n'a pas de peine, en fait, à se reconnaître et à se lire. Et le plus original des trois, c'est en fait Rodin. Parce que ce très beau titre de Celle qui fut la belle Aumière, et qui est la reprise d'un poème de François Villon, est en fait un titre relativement tardif, suggéré par un des écrivains qui faisait partie de l'entourage de Rodin. Et le premier titre de la figure, en réalité, c'est La vieille femme. Et c'est important de le souligner, parce que Rodin est en fait quelqu'un qui n'a pas beaucoup d'imagination. Rodin ne part jamais d'un sujet, il part de la nature telle qu'il l'a sous les yeux. Et dans ce cas, il a donc devant lui une vieille femme dont il trouve le corps très fort, très parlant en quelque sorte, et il se contente donc de la représenter telle qu'il la voit. Et ce n'est que dans un deuxième temps que l'on trouve un titre, puisque en fait, il est bien nécessaire de donner un titre à une œuvre pour l'inscrire dans un catalogue, pour l'exposer, pour la vendre, etc., etc. Mais Rodin, lui, n'a pas besoin d'anecdotes de ce genre. En quelque sorte, il les refuse. Nous allons y revenir dans un instant. Et c'est donc lui, si vous voulez, qui, d'une certaine façon, est probablement le plus d'avant-garde, puisqu'il se débarrasse, il rejette tout ce fatras mythologique, historique, littéraire, religieux et que sais-je, dont la sculpture du XIXe siècle était profondément imprégnée. Et puis, donc, autour de cet atelier tournent des artistes plus jeunes qui constituent une sorte de second cercle, comme Agnès de Frumery, qui est d'origine bretonne, mais qui a terminé sa vie en Suède, et qui est l'auteur de ce vase que je trouve assez pittoresque, qui est donc le vase des 4 âges, avec sur cette face donc une vieille femme qui reprend encore une fois le même modèle. Donc une vitrine, si vous voulez, qui nous montre un peu cette espèce de milieu des ateliers que nous ne pouvons hélas qu'imaginer, mais sur lequel nous aimerions bien en savoir un peu plus, nous aimerions bien avoir une trace des discussions qui pouvaient s'échanger entre tous ces artistes. Et troisième volet donc de cette première partie du parcours, Rodin face à son public, avec au centre donc le baiser que vous reconnaissez tous immédiatement. Le baiser, encore une figure destinée à l'origine à la porte de l'enfer, même si finalement le groupe n'y a pas trouvé sa place, et également donc un groupe qui part du texte de Dante et qui représente donc tout d'abord Paolo et Francesca, eux aussi personnages historiques qui ont vécu dans cette Italie du XIIe siècle. Francesca, charmante jeune femme, avait été mariée au seigneur de Rimini, qui était un relativement âgé, qui passait ses journées à la chasse, la laissant en compagnie de son jeune frère Paolo. Et Paolo et Francesca ont lu ensemble des romans d'amour courtois. Et puis il est arrivé ce qu'il devait arriver, c'est qu'ils sont tombés amoureux l'un de l'autre. Et au moment où ils échangeaient un baiser, ils ont été surpris par le mari de Francesca, qui les a immédiatement expédiés de vie à trépas. Et comme ce baiser était un baiser interdit, ils ont donc été condamnés à cet enfer dans lequel Dante les a rencontrés. Mais souvenez-vous de ce que je vous disais un instant sur ce refus des sujets par Rodin. Nous en avons encore ici un exemple très parlant. Paolo et Francesca, c'est un sujet que l'on connaît bien. C'est un sujet qui a été traité de très nombreuses fois en peinture et en sculpture. Voici ici le très joli tableau d'Ingres représentant Paolo et Francesca, que l'on reconnaît tout de suite. Les personnages sont en costume du Moyen-Âge. Vous avez un décor dans l'esprit troubadour et vous apercevez, je l'espère, le mari de Francesca qui pénètre dans l'espace où il se trouve. Donc ici, il n'y a aucun doute possible.
En revanche, Rodin, lui, déshabille ces personnages, les représente nus, et au fond, rien ne permet plus de reconnaître de quoi il s'agit. Et de nouveau, c'est de l'extérieur que va venir le nouveau titre du groupe, qui est exposé d'abord sous le nom de Françoise de Rimini. Et c'est alors qu'un journaliste s'écrie « Mais moi, je ne peux pas reconnaître Paolo et Francesca dans ce groupe, rien ne me permet de les identifier. Monsieur Rodin, pourquoi ne pas les appeler tout simplement le baiser ?» Et Rodin, qui écoute beaucoup les conseils, les remarques qui lui sont faites, adopte donc ce titre. Et de nouveau, voilà une anecdote que je trouve très significative et qui nous montre bien cette direction dans laquelle va Rodin, cette volonté donc qu'il a toujours de faire parler les corps par eux-mêmes. Et puis vous avez donc à l'extrême gauche la troisième maquette de la Porte de l'Enfer, dans laquelle vous apercevez en bas du ventail gauche l'esquisse du groupe du baiser, donc qui a donc bien été prévu pour la Porte de l'Enfer à l'origine. Mais Rodin retire le groupe de la Porte en considérant que ces amants heureux, en tout cas à l'instant où nous sommes, n'ont pas vraiment leur place dans la représentation de l'enfer. Et c'est à ce moment-là, en fait, que Ugolin, que vous voyez dans le ventail de droite, donc en pendant de Paolo et Francesca, qui est encore à cette date un Ugolin assis, va passer dans le ventail gauche où nous l'avons vu tout à l'heure. Le baiser, en fait, aurait dû être exposé en 1889, puisque le grand marbre avait été commandé à Rodin pour l'exposition universelle de 1889. Mais le praticien qui le sculptait, car là encore je souligne que Rodin ne taille jamais ses marbres lui-même, tailler le marbre est un métier qui est dur, qui est fatigant, qui est salissant, et donc Rodin a toujours confié la taille de ses marbres à des sculpteurs qui, eux, avaient besoin de gagner leur vie. Donc le sculpteur en question, au bout de quelques mois, a déclaré qu'il avait autre chose à faire. Il a donc laissé le baiser inachevé. Rodin n'y a rien fait de plus et l'a exposé, en revanche, en 1898, en même temps que le Balzac, dont il savait, dont il pressentait qu'il allait faire scandale. Et ça, nous y reviendrons tout à l'heure. Donc voilà ce grand marbre qui a donc été exposé en 1998 et qui a été immédiatement acquis par l'État. Alors, ce parcours de Rodin au long des années 1880 est peut-être symbolisé le mieux ou résumé le mieux par les ombres. Ces trois figures qui sont placées en haut de la porte de l'enfer, dont elles constituent d'une certaine façon l'amortissement. Alors, de nouveau, des figures qui plongent leurs racines dans une longue tradition. Des figures dont on a longtemps dit qu'elles pointaient une inscription qui aurait été placée sous leurs pieds et qui était l'inscription que Dante voit au seuil de l'enfer. Vous qui entrez ici perdez toute espérance. Inscription qui n'a probablement jamais existé, mais que la force des bras tendus, en fait, permet, en quelque sorte, en fait, suggère de façon tellement forte qu'on croit en réalité la lire. Alors, ces ombres, Rodin les réalise probablement vers 1884-1885. Il réalise en fait la figure unique, puisqu'il s'agit de 3 fois la même figure, que l'on voit sous 3 angles différents, de même que l'on voit ce portrait du cardinal de Richelieu destiné à préparer un buste qui avait été commandé au Bernin, donc de même que l'on voit ce buste sous 3 angles différents. Et il faut se souvenir que ces ombres placées en haut de la porte de l'enfer étaient appuyées à un mur. On ne pouvait donc pas faire le tour du groupe ou de la figure, si c'était encore une figure isolée, comme Rodin le recommandait. Et donc, en mettant 3 fois la même figure avec des axes légèrement décalés, d'une certaine façon, Rodin nous permet de faire le tour du groupe sans que nous ayons à nous déplacer. Donc vous voyez un groupe qui, en lui-même, rassemble énormément de choses. D'une part, cette réflexion sur la force du geste. D'autre part, une réflexion sur la place qu'occupe l'œuvre et le regard que l'on doit porter sur elle. Et puis, un groupe qui est constitué à partir d'une figure qui est une figure fragmentaire, puisque l'ombre n'a pas de main droite,
Et le fait qu'elle n'ait pas cette disparition de la main droite est antérieure à la constitution du groupe, puisque c'est 3 fois le même exemplaire. Et s'agit-il d'un accident? S'agit-il d'un geste volontaire de la part de Rodin? On n'aura probablement jamais véritablement la réponse. Moi, je penche pour l'idée que c'est à l'origine un accident, mais ensuite repris et arrangé par Rodin, parce que je trouve que la ligne qui suit le bras et qui se prolonge dans la cuisse est une ligne qui est extrêmement harmonieuse, et j'ai peine à croire que ce soit le résultat d'un simple accident. En tout cas, quelle que soit l'histoire de la figure, Rodin la conserve telle qu'elle et va la multiplier par 3 pour constituer son groupe. Et là aussi, c'est quelque chose qui est porteur d'avenir, à la fois en ce qui concerne la figure fragmentaire et l'utilisation du multiple. Et là, vous avez donc le groupe qui est le groupe présenté aujourd'hui au Grand Palais, mais tel qu'il a été retrouvé à Quimper en 1995. Et ceci simplement pour vous rappeler que le plâtre, qui est en fait peut-être le plus beau matériau de la sculpture, parce que très proche de la main de l'artiste, est un matériau qui a été très longtemps méprisé, et qu'un plâtre comme celui-ci, pourtant acheté par l'État, venant directement de l'atelier de Rodin, était considéré comme un moulage sans valeur, sans intérêt, et pratiquement abandonné jusqu'au jour où le conservateur de Quimper l'a réexhumé des réserves, l'a fait restaurer. Et c'est donc le plâtre qui est présenté aujourd'hui au Grand Palais. Et pour vous emmener un peu dans l'exposition, voilà l'installation des ombres qui, vous le voyez, monte peu à peu puisqu'il faut les placer en haut de la porte de l'enfer. Les voilà maintenant en cours d'installation tout en haut de la porte. Et voici maintenant la porte avec les ombres. Alors, porte qui nous a causé beaucoup de soucis parce que nous avions le projet de transporter un plâtre de la porte de l'enfer dans le Grand Palais. Comme vous le voyez, il pouvait tenir à l'emplacement prévu. Il pouvait entrer aussi par les grandes fenêtres du Grand Palais. Mais malheureusement, il ne pouvait pas aller de la galerie par laquelle il pouvait entrer à l'endroit où il devait être dressé. Et il y a un couloir avec un tournant qui rendait le mouvement impossible. Donc nous avons finalement imaginé ce cadre aux dimensions de la porte et dans lequel ont été replacés des éléments de la porte de l'enfer, des éléments donc isolés de la porte provenant des réserves du musée Rodin. Donc le tympan qui est un plâtre magnifique avec le penseur devant, les ombres tout en haut et des vantaux qui en réalité appartiennent à la deuxième version de la porte de l'enfer, celle qui a été exposée en 1900. Parce que cette porte, donc commandée à Rodin en 1880 et sur laquelle il a travaillé avec ardeur pendant 4 ou 5 ans, aurait dû normalement être exposée lors de l'exposition universelle de 89. Et à ce moment-là, Rodin a fait le choix d'exposer plutôt dans une galerie privée, la galerie Georges Petit, et donc des œuvres de petit format destinées à des collectionneurs, plutôt que de continuer, de terminer cette porte de l'enfer qui était une grande commande d'État. Alors il faut savoir que Rodin n'aime pas terminer ses œuvres, il trouve que la fin et la mort sont à peu près synonymes, et que l'État, de son côté, hésitait probablement un peu à réclamer la livraison de cette œuvre, ce qui aurait voulu dire la traduire en bronze ou en marbre, et étant donné les dimensions de l'œuvre, aurait représenté un gros budget. Donc finalement, tout le monde était content, la porte de l'enfer n'a pas été terminée, elle est restée dans l'atelier de Rodin, qu'il a un peu oublié, et qui simplement... En 1900, lorsqu'il a organisé une exposition personnelle à Paris, à la porte de l'exposition universelle, a évidemment décidé de montrer cette porte de l'enfer dont tout le monde avait entendu parler, mais que finalement très peu de gens avaient vue. Et là, de façon très étonnante, au lieu de montrer la porte telle que vous la voyez à gauche, hein, c'est la porte de l'enfer telle qu'on la voit habituellement, ici par exemple au musée d'Orsay, il a choisi, en fin de compte, de ne pas remettre en place toutes les petites figures qui lui donnent son sens. Alors, il faut imaginer qu'en 1900, la porte de l'enfer ne se transporte pas en un seul morceau. Donc,
la porte elle-même se divise en 3 ou en 4 éléments. Et ensuite, donc, vous les remettez les uns sur les autres. Et ensuite, les petits groupes, les petites figures viennent s'incruster dans des cavités qui sont préparées à cet effet. Donc Rodin transporte les éléments qui permettent de constituer le fond de la porte, les réempile les uns sur les autres, et au fond, à ce stade, décide de s'arrêter en déclarant que c'est parfaitement suffisant. Et là, de nouveau, je pense qu'il faut se souvenir de ce qu'était la sculpture à la fin du XIXe siècle à Paris. Donc cette sculpture qui a toujours un message à porter, une histoire à raconter, une sculpture très décorative, très surabondante, qui couvre toutes les façades de Paris, tous les bâtiments officiels, à Paris, dans toute la France et même dans toute l'Europe. Et au fond, c'est ce que Rodin déteste. Rodin n'aime pas que les choses soient trop évidentes, soient trop claires. Et nous sommes maintenant en 1900, après ces années qu'il a consacrées à la recherche de l'expression, il prend en quelque sorte un peu de recul par rapport à la sculpture et il se met à réfléchir sur une figure simplifiée qui va le conduire en fait vers la figure partielle. Et il faut donc, je pense, voir ce plâtre exposé en 1900 un peu dans cette ligne, en se disant donc que c'est un Rodin qui en quelque sorte réduit la sculpture comme on réduit une sauce pour qu'elle ait plus de goût, plus d'intensité, et décide donc de ne pas remettre tous les petits groupes en place, tous ces petits groupes donc qui donnaient leur sens à la porte. Alors très curieusement, les journalistes ont fait comme si de rien n'était et ont décrit la porte de l'enfer avec tous les petits groupes. Mais grâce à des photos comme celle-ci et grâce aussi à un ou deux journalistes qui ont été tout de même un peu plus observateurs, nous savons que la porte a été présentée donc sans figure en 1900 et qu'elle est restée ainsi pratiquement jusqu'à la mort de Rodin. Et c'est simplement quelques mois avant sa mort qu'un personnage qui s'appelle Bénédite, et qui allait être le premier conservateur du musée Rodin, s'est rendu compte qu'il était nécessaire qu'il reconstitue en quelque sorte un plâtre de la porte de l'enfer avec toutes les figures, et que ce plâtre soit reconstitué du vivant de Rodin, de façon à avoir en quelque sorte l'aval de l'artiste, et de façon à ce que lui, par la suite, après la mort de Rodin, puisse l'exploiter, si on peut employer ce terme. Alors cette porte sans figure, elle était donc présentée en 1900 dans un pavillon que Rodin avait fait construire place de l'Alma et dans lequel il a présenté donc l'ensemble de son œuvre en considérant qu'il s'agissait en quelque sorte d'un atelier. Il a donc présenté à la fois une série de grands modèles en plâtre, des œuvres, notamment des monuments qu'il avait réalisés pendant la période précédente, et puis des séries de petits assemblages. Et en face de la porte, il avait dressé son Balzac. Alors le Balzac, c'est une œuvre qu'il avait occupée grosso modo pendant la décennie 1890, commandée en 91, donc pour être un monument à Balzac, à ériger à Paris. Et Rodin, qui, je vous le disais tout à l'heure, part toujours de la nature, part toujours de la réalité, a commencé en fait en cherchant des portraits de Balzac, des photographies, des portraits peints, des descriptions littéraires. Il a même été jusqu'à commander un costume aux dimensions de Balzac pour se rendre compte de la corpulence qu'il pouvait avoir. Et puis, au fil du temps, son travail s'est peu à peu épuré. Pendant cette période intervient la rupture avec Camille Claudel, qui est une véritable crise dans la vie de Rodin. Rodin traverse une sorte de dépression pendant 2 ans, pendant laquelle il est incapable de faire quoi que ce soit. Et lorsqu'il en sort, enfin, il trouve ce qui va le conduire vers la figure définitive, et une figure qui est donc totalement épurée. Vous voyez qu'ici, en fait, rien ne nous dit que nous sommes en face d'un écrivain. Pas de geste, puisque les mains sont cachées sous cette espèce de robe de chambre, pas de pile de livres, par exemple, pas de plume qui aurait pu nous guider, mais une silhouette donc extrêmement fluide, une silhouette vêtue de ce qui est une sorte de peignoir, qui à l'origine était la robe de moine dont on sait que Balzac aimait à s'habiller pour travailler pendant la nuit, mais une robe de moine, elle est caractérisée par un capuchon, par une ceinture, donc tous ces détails ont été supprimés, et ce vêtement, en fait, conduit le regard vers la tête de Balzac, vers son visage, qui, à lui tout seul, doit exprimer toute la puissance créatrice de cet écrivain.
Donc un visage pour lequel Rodin avait multiplié les études pour essayer d'être vraiment au plus près de Balzac lui-même, mais qu'il va peu à peu, là aussi, à la fois épurer, exagérer, pour lui donner encore plus de puissance. Donc une bouche très large et très sensuelle, des yeux très enfoncés, très noirs, qui rappellent l'intensité du regard de Balzac, et puis donc cette chevelure qui est presque comme une sorte de crinière de lion, et qui rappelle aussi le fait que Balzac avait décidé de ne pas se couper les cheveux comme une preuve d'amour envers Madame Anska. Et ce visage lui-même est porté sur un cou qui n'est presque plus un cou, qui est une sorte de masse assez informe, très puissante. Tout cela donc donnant à la figure une intensité très grande. Alors le Balzac est exposé en 1898, et là, la Société des gens de lettres qui l'avait commandé déclare à Rodin qu'elle ne peut pas reconnaître Balzac, et c'est vraiment le mot de reconnaître qui a été employé, et que donc elle refuse le monument. Donc vous imaginez, pour un artiste qui venait de consacrer cette année à travailler sur ce monument, pour lequel il avait accumulé des dizaines et des dizaines d'esquisses, de modèles, de recherches, vous imaginez la déception que cela représente. Donc Rodin a été effectivement très blessé, a décidé de garder le modèle pour lui, a refusé toutes les propositions que lui faisaient ses amis ou ses admirateurs pour trouver une solution. Mais en 1900, l'a mis en face de l'entrée de son pavillon et a réaffirmé que c'était le pivot de son esthétique. Et je pense que c'est une formule que l'on peut justement interpréter dans le sens de cette simplification vers laquelle Rodin va à cette date. Donc exposition de 1900 avec des grands modèles comme celui-ci, et ce que vous apercevez dans la vitrine au fond, des petits assemblages qui sont l'autre versant de son travail. C'est ce qu'il fait dans l'intimité de son atelier très rapidement en assemblant des figures créées 10 ou 20 ans plus tôt, au moment où il travaillait pour La Porte de l'Enfer. Donc on sait qu'à cette période-là, Rodin a créé des dizaines et des dizaines de petites figures qu'il modèle bien sûr d'abord en argile et qui sont ensuite moulées. Et dans ces moules, Rodin fait tirer non pas 1, mais 2, 3, 5 exemplaires. Et il a donc de cette façon une sorte de stock de figures qu'il n'a plus qu'à prendre, à rapprocher pour créer de nouveaux groupes. Et l'avantage de cette méthode, c'est qu'évidemment, ça va très vite. Et dans ces petits groupes, il n'hésite pas à introduire des éléments hétéroclite, comme une petite branche sèche dont on peut imaginer qu'il l'avait ramassée dans son jardin. Il y a un autre petit groupe dans lequel il y a une coquille d'œuf qui est intégrée. Donc, quand on les regarde bien, on voit ces éléments. Alors, c'est un Rodin très libre, c'est un Rodin très mouvementé, c'est un Rodin plus joyeux aussi, c'est un Rodin dont on sent qu'il a regardé la sculpture baroque, et c'est donc un Rodin finalement très différent peut-être de l'image que l'on a de lui en général. Donc, un Rodin qui travaille par assemblage, et assemblage dont certains, comme celui-ci, portent une sorte de dimension émotionnelle extrêmement grande, puisque nous sommes en face d'un masque de Camille Claudel, portrait de Camille réalisé probablement vers 1882-84, quelque chose comme ça, et qu'une dizaine d'années plus tard, Rodin rapproche de la main de l'un des bourgeois de Calais. Et vous voyez que la main a un côté disproportionné par rapport au visage, ce qui fait que là aussi, on y a toujours vu une sorte de prémonition du destin qui attend Camille, et d'autant plus que c'est une main gauche, donc porteuse de malheur. Bon, en réalité, là aussi, c'est pure imagination, puisque bien sûr, Rodin ne pouvait pas imaginer ce qui allait se passer. Et de toute façon, c'est une œuvre dont on ne peut pas dire grand-chose de plus que ce que je viens de vous dire. On peut ajouter un commentaire technique en disant que le plâtre, le masque de Camille est extraordinairement précis, que Rodin a gardé toutes les marques de son travail. Vous voyez notamment ce que l'on appelle les coutures, qui sont les lignes
qui marque les différentes pièces du moule, puisque un moule est comme une sorte de construction autour d'une forme, et entre les différentes pièces qui le composent, vous avez ces petites lignes de plâtre que la plupart des sculpteurs retirent pour que la forme soit parfaite, mais que Rodin, au contraire, aimait à conserver. Et puis on voit aussi sous les yeux le moulage de ces petites boulettes, puisque la terre se travaille avec soit des petits rondins, soit des petites boulettes que l'on vient écraser sur la forme. Donc tout cela, le plâtre le reproduit parfaitement. Donc on peut faire un commentaire technique de ce genre, ensuite on peut se livrer à des interprétations de tous ordres, mais en réalité, ce genre d'œuvre fait partie du domaine le plus secret de Rodin. Elle n'a jamais été montrée, personne n'en a parlé, et donc vous voyez la date vers 1895, point d'interrogation. Date qui repose en fait sur le fait que l'autre main du même bourgeois de Calais a servi comme base de l'œuvre que l'on appelle la main de Dieu et qui, elle, est une œuvre qui est bien datée de 1895. Donc on peut imaginer qu'au moment où il utilisait la main droite pour placer un petit couple dedans et créer donc cette œuvre que l'on appelle la main de Dieu, il rapprochait la main gauche du visage de Camille Claudel, qu'il avait quitté 2 ans auparavant, séparation qui l'avait rendu, lui, extrêmement malheureux. Et puis le Rodin de cette période, c'est donc un Rodin qui réfléchit sur la simplification de la forme. Et donc ici, vous avez une série d'œuvres qui montrent cette évolution justement d'une forme en partant d'une jolie terre cuite qui représente Ève croquant la pomme, qui est liée au travail pour la porte de l'enfer, et qui ensuite, au fil de différents moulages, se simplifie de plus en plus, jusqu'à devenir un torse tellement simplifié, c'est ce que vous voyez à gauche, qu'il en est une œuvre presque abstraite, qu'on a en fait du mal à comprendre, Rodin ayant supprimé la tête et coupé les jambes vraiment au ras du bas du ventre. Alors ce genre d'œuvre est ensuite agrandi, comme l'a été tout à l'heure le penseur, et vous le voyez ici, présenté sur un de ces moulages de colonnes ou de pilastres, sur lequel Rodin collait ses sculptures de petite ou de moyenne dimension pour les exposer, sans avoir à se poser le problème du socle. C'est aussi l'époque où Rodin est désormais à la tête d'un atelier très large, puisqu'il doit faire face à de très nombreuses commandes. Donc, après 1900, Rodin devient extrêmement célèbre et les grands collectionneurs s'arrachent ses œuvres, en marbre de préférence, puisque c'est le marbre qui est le matériau le plus noble, à tel point que Rodin, dans un certain nombre de cas, fait plusieurs versions d'une même composition. Mais même lorsqu'il y a plusieurs versions d'une même composition, comme c'est le cas pour les groupes que vous avez ici, qui est le groupe que l'on appelle les bénédictions, elles sont toujours différentes les unes des autres, parce que pour Rodin, une sculpture n'est jamais la stricte copie d'un état antérieur. Et je crois que j'ai encore une autre image, voilà. Donc vous voyez ici que ces deux groupes sont assez différents. Dans le groupe de gauche, les deux corps s'éloignent, s'écartent l'un de l'autre, ce qui donne plus de légèreté au groupe, alors que dans le groupe de droite, ils sont davantage rapprochés, donc le groupe est plus compact. Mais vous voyez aussi que, de ce fait, le groupe de gauche est plus fragile et que, notamment, il a fallu garder des étais de marbre entre l'aile et le bras. Sinon, donc, le déport du marbre aurait risqué, en fait, d'entraîner une cassure. Alors, de même que une deuxième version en marbre n'est jamais la copie de la première version, un marbre lui-même n'est jamais la copie d'un plâtre. Je ne sais pas si vous connaissez bien le travail de la sculpture au XIXe, mais au XIXe, donc, aucun sculpteur ne taille lui-même ses marbres, mais le sculpteur fait ce que l'on appelle un modèle qui doit être parfait, qu'il confie ensuite au praticien, et le praticien copie le plâtre en marbre. Alors ça, c'est quelque chose que Rodin rejette, puisque Rodin est quelqu'un qui pense que la forme peut toujours évoluer et qu'il faut toujours garder une sorte de marge, si vous voulez, qui représente la liberté de l'œuvre. Et nous en avons un parfait exemple avec ce groupe du Christ et la Madeleine, dont vous avez ici à gauche le modèle en plâtre et à droite le marbre.
Donc un plâtre construit par assemblage, comme les petits groupes que nous avons vus tout à l'heure. La figure que vous avez accolée au corps du Christ est une figure qui vient de la porte de l'enfer et que l'on connaît bien. Le drapé que vous apercevez est en fait du vrai tissu trempé dans du plâtre. Et c'est en fait ce plâtre que Rodin donne aux praticiens pour qu'il exécute le marbre que vous avez ici. Et là, vous sentez bien, je pense, la distance qu'il y a entre donc, le modèle et l'œuvre définitive, distance qui s'explique aussi parce que Rodin est très attentif au bloc de marbre et qu'il essaie toujours de garder au bloc le maximum de ses caractéristiques. Je ne sais pas si on peut parler de l'identité ou de la personnalité d'un bloc, mais en fait, devant ces marbres de Rodin, on sent que ce bloc de marbre a une individualité, en quelque sorte, que Rodin s'efforce toujours de conserver. Et puis vous voyez aussi que l'œuvre, en fait, a une signification qui se modifie un peu, puisque au fond, dans le marbre, le fait qu'il s'agisse du Christ est moins perceptible. On a plutôt l'impression d'une sorte de titan, de Prométhée, portant en quelque sorte le poids du monde que véritablement d'un Christ attaché à sa croix. Et ce qui est également très caractéristique de Rodin, c'est la façon d'opposer le travail parfait des nus au côté très ébauché, beaucoup plus ébauché de toute la base du groupe. Alors un autre bel exemple de ces marbres de Rodin qui en général ont reçu des titres symbolistes, encore une fois parce qu'il fallait bien les baptiser d'une façon ou d'une autre. Vous voyez, la chute d'un ange, genre de titre qui plaisait et qui s'inscrivait parfaitement bien dans le contexte de la fin du XIXe siècle. Et Rodin est donc à cette date entouré d'un très important atelier. On dit que plus de 50 personnes travaillent pour lui à cette date, ce qui, d'une certaine façon, va le libérer du travail de la sculpture et lui permettre de dégager beaucoup de temps pour le dessin. Et Rodin, on le sait, dessine énormément. Il y a on peut le dire, des milliers de dessins de Rodin. Le musée Rodin lui-même en possède 8000. Il y en a à peu près autant qui se promènent ailleurs. Et donc vous avez dans l'exposition une belle sélection de ces dessins. Et voici donc l'un d'entre eux. Des dessins qui sont faits devant le modèle, toujours. Rodin regarde le modèle qui évolue librement dans l'atelier et dessine sans regarder en fait la feuille. Et puis, dans un deuxième temps, il reprend le dessin, notamment à l'aquarelle, comme vous le voyez ici, et il inscrit quelquefois ces très jolis titres, comme « Brume du soir », peut-être suggéré par l'un de ses amis. Je trouve ce dessin-ci très intéressant, puisqu'il va justement dans ce même sens de la simplification que nous avons remarqué tout à l'heure dans ces sculptures. Alors, dans cet atelier de Rodin passent de nombreux jeunes artistes, dont Brancusi qui arrive de l'Est de l'Europe, et qui passe quelques mois dans l'atelier de Rodin et qui réalise dans un premier temps des œuvres qui sont parfois très proches de celles de Rodin. Vous voyez ici ces deux sommeils rapprochés. À la fois la composition est la même et la technique de travail du marbre est également très proche. Mais Brancusi quitte l'atelier de Rodin au bout de quelques mois en déclarant, phrase que l'on cite toujours, « Rien ne pousse à l'ombre des grands arbres ». Et il va vers ce que vous connaissez bien entendu, qui est cette sculpture, alors elle aussi beaucoup plus simplifiée, mais mettant en œuvre des formes presque géométriques, des formes primitives qu'on a pu rapprocher notamment de l'art cyclatique. Donc Brancusi prend ensuite un chemin complètement différent, mais ne serait-ce que dans sa façon de reprendre indéfiniment le thème du baiser, il me semble qu'il doit y avoir une sorte d'écho de son passage chez Rodin, même si lui-même s'en est défendu. Alors, ce Rodin d'après 1900, donc ce Rodin, ce qui est tourné en quelque sorte vers le public, c'est ce Rodin du marbre, qui a un succès considérable. Mais il y a un autre aspect de l'œuvre de Rodin, plus dramatique, qui est ce travail notamment sur la figure partielle. Donc vous avez ici la dernière salle de l'exposition consacrée à Rodin, avec ces grandes figures, dont au premier plan, la belle Iris de 1895. En 1895-96, Rodin va en effet réaliser et partiellement exposer 4 figures très importantes qui sont toutes les 4 des figures partielles, c'est-à-dire des figures qui, à nos yeux, sont incomplètes. Vous voyez que celle-ci, en particulier, n'a pas de bras. Alors celle-ci, qui est peut-être une des plus belles, est celle que l'on appelle la Méditation,
qui est une figure née dans la porte de l'enfer et par la suite agrandie, réutilisée. Et pour la réutiliser, en fait, Rodin supprime les bras et ne sait pas très bien, en fait, comment se sortir du problème des bras. Si bien qu'il décide de l'agrandir telle qu'elle est, et une fois qu'elle est agrandie, il la trouve parfaite, et il l'envoie donc dans plusieurs expositions, et notamment à Stockholm et à Dresde. Et lorsqu'il l'envoie à Stockholm, il écrit que pour lui, la figure est totalement aboutie. Et c'est quelque chose de très important, puisque c'est la première fois dans l'histoire de la sculpture qu'une œuvre, donc en apparence incomplète, et auquel l'exposition donne un statut très, très officiel, est donc affirmée comme aboutie par son auteur. Alors, il lui manque ses bras, et vous voyez que là aussi, Rodin a préservé les marques de son travail, notamment le réseau de couture que l'on voit sur le ventre de cette figure, et également sur sa hanche droite, un espèce de petit plot, de petit monticule qui doit correspondre à un accident arrivé au moule. L'iris fait partie de cette même série des figures partielles. Alors évidemment, l'iris, elle, a été moins exposée que la méditation, vous pouvez comprendre pourquoi, mais en revanche, elle a été tout de suite très appréciée par les collectionneurs particuliers, et une dizaine d'années plus tard, il y en avait déjà 7 ou 8 exemplaires appartenant à des collectionneurs importants. Et celle, alors vous avez ici celle du musée Rodin, mais celle qui est présentée dans l'exposition a appartenu à Mirbeau, qui est un écrivain symboliste proche de Rodin, et ensuite à Lucien et à Sacha Guitry, ce qui en fait une œuvre qui a un magnifique pédigré. Si je la rapproche de l'origine du monde, c'est que je trouve que cela permet de souligner à la fois ce qui rapproche, mais aussi ce qui sépare la peinture et la sculpture. En réalité, le sujet est le même. Dans les deux cas, l'artiste a voulu concentrer notre attention sur le sexe féminin, mais les moyens de la peinture et de la sculpture ne sont pas les mêmes, et Courbet donc met un cadre qui lui permet en quelque sorte de créer un focus sur le motif qui l'intéresse, alors qu'en sculpture, la seule possibilité est de supprimer les éléments qui paraissent inutiles, en l'occurrence la tête et le bras. Et je pense que, si vous voulez, ce rapprochement permet peut-être de mieux comprendre cette démarche de Rodin au long des années 1890, cette démarche donc qui va vers la simplification de la sculpture. Alors, c'est à ce moment-là qu'il faudrait placer aussi la rencontre de Rodin et de Mayol, que, évidemment, venant ici, je ne pouvais pas passer sous silence, puisque cette Catalogne est tout de même très marquée par le souvenir de Mayol. Et Mayol a été pour nous un vrai problème, parce que, à la fois, on sait que Mayol et Rodin se sont rencontrés, que Rodin a admiré le travail de Mayol, mais ils sont partis dans des directions tellement différentes que nous avons eu beaucoup de mal à trouver un point d'entrée pour Mayol. Donc vous les avez tous les deux ici, malheureusement de dos, photographiés par le Harry Kessler, qui était un grand mécène de la sculpture et un admirateur des deux artistes. Et vous avez à droite cette petite baigneuse de Mayol, acquise par Rodin en 1904, qui est donc une vraie preuve de l'intérêt que Rodin a porté à Mayol. Et finalement, nous avons trouvé ce moyen de les rapprocher. Et c'est peut-être ce grand torse de Rodin est peut-être la seule œuvre que l'on pouvait mettre en rapport avec une sculpture de Mayol, parce que justement, c'est une œuvre qui a été agrandie, et l'agrandissement, en quelque sorte, efface les détails du modelé. L'agrandissement produit des plans qui sont plus lisses, qui sont plus simples, qui sont plus apaisés, en quelque sorte, et qui se rapprochent donc davantage du travail de Mayol. Mais ce torse a un caractère un peu d'unicum dans l'œuvre de Rodin, puisque ce que vous avez pu voir jusqu'ici, je pense vous en a convaincu, Rodin est vraiment un homme du mouvement, un homme de l'expression et un homme aussi d'un modelé assez contrasté, donc le contraire de la sculpture qu'a recherché Mayol. Donc cette salle était la dernière nous présentant Rodin tel qu'il avait pu être vu de son vivant.
Et on pénètre dans la dernière partie de l'exposition, sur laquelle je vais être beaucoup plus rapide, par cette rotonde que nous appelons la rotonde des relectures, car y sont présentées des œuvres redécouvertes, des œuvres de Rodin redécouvertes et mises en valeur dans la deuxième moitié du XXe siècle, et notamment les très jolis petits assemblages dans des vases. Donc ça, c'est encore le genre d'œuvre que Rodin faisait totalement pour son plaisir personnel, qui n'ont jamais été montrées de son vivant et qu'on a donc redécouvert tardivement dans le XXe siècle. Donc ces œuvres, vous voyez, qui sont composées à partir de petites figures, toujours ces nus créés pour la porte de l'enfer, et que Rodin place dans des pots qui sont parfois des céramiques antiques, puisque Rodin a beaucoup collectionné en fait beaucoup de choses, et notamment des œuvres antiques, mais qui, comme celui-ci, sont peut-être des pots pris tout simplement dans la maison du jardinier. Et nous avons rapproché cette œuvre du célèbre Verre d'absinthe de Picasso, qui probablement, enfin Picasso a connu et a admiré Rodin, on le sait, mais probablement pas ce genre d'œuvres qui n'ont jamais été montrées. Mais ceci étant dit, lui reprend le même procédé en créant une œuvre à partir d'un élément de la vie quotidienne, d'un objet de la vie quotidienne, qui est donc cette cuillère d'absinthe qu'il monte sur cette espèce de socle. Et on pénètre dans la dernière partie qui porte le titre d'Onde de choc, qui était le titre en fait que nous voulions donner à l'exposition. Mais une exposition au Grand Palais, vous savez, c'est une discussion constante et parfois difficile avec la Réunion des musées nationaux, qui nous a expliqué que c'était un titre beaucoup trop compliqué, que le public ne comprendrait pas et qu'il fallait garder l'idée de centenaire dans le titre de l'exposition. Donc nous nous sommes consolés en gardant ce titre pour la dernière galerie, qui est consacrée à l'image de Rodin telle qu'elle s'est développée au XXe siècle. Et dans cette galerie, vous n'avez plus qu'une seule œuvre de Rodin, qui est L'homme qui marche. L'homme qui marche, qui a une histoire qui traverse en quelque sorte toute la carrière de Rodin, puisqu'elle commence en 1889 avec ce petit torse en bronze, ce petit torse donc exposé à la galerie Georges Petit en 1889, mais qui est lui-même en fait une fonte d'après un torse créé une dizaine d'années plus tôt, oublié dans un coin de l'atelier alors qu'il était encore en terre non cuite, qui s'était donc peu à peu fissuré et dégradé, et qui, lorsque Rodin le retrouve, lui apparaît comme une œuvre aussi belle qu'un antique. Et Rodin, donc, à ce moment-là, peut-être vers 1885-86, décide de le conserver, donc le fait mouler, le fait photographier, et ensuite donc le fait fondre en bronze et l'expose dans cette galerie qui est une galerie commerciale, où il est donc plus libre que dans le cadre des salons officiels, l'expose en 1889. Et puis, 10 ans plus tard, il le monte sur une paire de jambes qui, elles, étaient en bon état. Et en réalité, à la fois le torse et les jambes sont liés à la figure de Saint Jean-Baptiste, exposée en 1880. Donc, le Saint Jean-Baptiste sans tête et sans bras, vous l'avez à droite, et ce qui va devenir l'homme qui marche, vous l'avez à gauche, et vous voyez à la fois ce qui rapproche et ce qui sépare les deux œuvres, notamment au niveau du torse, donc ce torse donc fissuré, craquelé, ce torse en partie dégradé. L'œuvre plaît beaucoup à Rodin telle qu'elle l'est. Il l'expose en 1900, mais en 1900, elle n'a pas vraiment de titre. Elle s'appelle « Étude pour Saint Jean-Baptiste » et en fait, personne ne la remarque. Mais néanmoins, Rodin continue à y réfléchir et après 1900, il l'agrandit et il l'expose en 1907, donc en grand format, comme vous le voyez ici. Et c'est à ce moment-là que l'œuvre reçoit son titre d'Homme qui marche. Et l'on dit que le titre a été suggéré cette fois-ci par les mouleurs. Et je trouve que là aussi, c'est quelque chose de très intéressant, puisque Saint Jean-Baptiste, c'est encore une histoire. Saint Jean-Baptiste, c'est une allusion à un personnage que nous connaissons tous bien, alors que l'homme qui marche, c'est une description. Et une description qui est imposée par l'œuvre elle-même. L'idée de marche, l'idée d'élan, de dynamisme est tellement fort dans cette œuvre, alors qu'en réalité, son mouvement est faux, puisque lorsque l'on marche, on n'a pas les deux pieds posés à plat sur le sol. Néanmoins, donc, c'est ce dynamisme qui est en œuvre est tellement puissant que le titre donc s'impose par lui-même. Et c'est effectivement à partir de cette date que l'œuvre va devenir une œuvre extrêmement célèbre, extrêmement recherchée.
Enfin, pas tout de suite, ceci étant dit, parce qu'elle est d'abord vue comme une sorte de renaissance de l'antique, et ça n'est en réalité que dans la deuxième moitié du XXe siècle que l'œuvre va être perçue, si vous voulez, comme une des œuvres qui marquent le début de l'histoire contemporaine de la sculpture. Alors cet homme qui marche a été beaucoup admiré et étudié par les sculpteurs du XXe siècle, et il a été rapproché ici de l'homme qui marche de Giacometti, vous voyez, qui est beaucoup plus tardif, presque 50 ans, même 50 ans plus tard, qui lui est émacié, fragile, et émouvant dans cette espèce de fragilité, alors que la figure de Rodin, elle, a une puissance extraordinaire. Et cet homme qui marche de Giacometti nous a été prêté par la Fondation Giacometti. Et c'est comme le verre d'absinthe de Picasso, des prêts qui nous ont fait extrêmement plaisir, parce que ce sont des prêts qui ont été très difficiles à obtenir. Ce sont des œuvres horriblement fragiles, que dans un cas comme dans l'autre, les propriétaires hésitent beaucoup à laisser sortir. Mais dans un cas comme dans l'autre, ils ont jugé, si vous voulez, et ils nous l'ont dit, que le projet de l'exposition leur paraissait vraiment fort et important, et qu'ils étaient donc heureux de le soutenir de cette façon. Alors la galerie ensuite se poursuit avec un grand choix d'œuvres du XXe siècle que l'on peut en quelque sorte, je dirais, classer en deux groupes. D'une part, les artistes qui ont vécu en même temps que Rodin et qui donc ne l'ont pas tous connu, mais pouvaient l'avoir connu, ou qui l'ont connu par l'intermédiaire de Bourdelle. Bourdelle qui a eu un grand atelier d'enseignement, et Bourdelle qui avait été lui-même un des assistants de Rodin et qui donc a fait passer son enseignement à des artistes plus jeunes. Et parmi ces artistes-là, vous avez en particulier Giacometti et Germaine Richier. Germaine Richier qui est bien présentée dans l'exposition à travers ces deux œuvres très belles que sont d'une part la tête en haut et cette œuvre que l'on appelle l'eau et qui effectivement donne l'impression de fondre en quelque sorte. On a le sentiment d'une sorte de vase autour duquel l'eau suinte peu à peu. Et puis, deuxième groupe d'artistes, des artistes qui, eux, n'ont pas pu connaître Rodin parce qu'ils sont beaucoup plus jeunes. Ce sont les artistes de la deuxième moitié du XXe siècle et qui ont donc connu l'œuvre de Rodin ou bien parce qu'ils ont vu ses plâtres ou bien tout simplement par des reproductions et qui ont ouvertement donc déclaré leur admiration pour Rodin. Donc nous avons parlé de Baselitz tout à l'heure, mais vous avez aussi quelqu'un comme Gormley, et Gormley qui est un artiste anglais, et les Anglais ont beaucoup admiré Rodin et se sont beaucoup recommandés de son influence, ou comme Lupertz, qui est d'abord peintre et qui a dit lui-même qu'il était venu à la sculpture après avoir vu L'homme qui marche de Rodin. Et l'exposition se termine sur ce clin d'œil, qui est cette œuvre de Flanagan. Flanagan qui est connu parce qu'il a fait du lièvre, en quelque sorte, l'emblème de son œuvre. Mais vous voyez qu'ici, il recrée une sorte de porte de l'enfer à sa façon, avec un lièvre en penseur, et un lièvre penseur qui a d'ailleurs été lui-même décliné en figure indépendante et dans de nombreuses dimensions, exactement comme Rodin l'avait fait pour sa propre œuvre, et puis 3 lièvres dansant en haut de la porte, comme les 3 ombres, avec cette très jolie ombre qui se profile à l'arrière. Voilà, merci de votre attention. J'espère que cela donnera envie à certains d'entre vous d'aller voir l'exposition et aux autres un petit aperçu donc, de ce qui a été une aventure tout à fait passionnante. Merci beaucoup, Madame Lenormand. Vous avez peut-être des... voilà, Dimitri Lassalle, parfait. Est-ce que vous avez peut-être des questions ou des réactions qui auraient ça? Oui, Madame, attendez. Merci pour cette présentation. J'aurais une question d'ordre technique. Donc au départ, il fait sa sculpture en terre. Ensuite, elle est moulée dans le plâtre. Et c'est le plâtre qui sera le moule de la fonte, c'est ça? Alors, c'est presque comme ça, mais vous sautez quelques étapes. Ah. Donc, effectivement, tout sculpteur commence par modeler la terre. Quand il est content,
on moule, dans ce moule, on tire un plâtre. La terre a disparu dans l'opération et donc le plâtre devient ce qu'on appelle l'original de l'œuvre, puisque c'est la première étape qui soit conservée. Bon. À partir de ce plâtre, on peut faire un bronze ou un marbre. Donc, si on décide de faire un bronze, on refait un moule sur le plâtre et à l'intérieur de ce moule, avec encore un certain nombre d'étapes de moulage et de contre-moulage, on finit par réaliser un bronze. Et si on veut obtenir un marbre, en fait, on confie le plâtre au praticien qui, lui, avec un système de compas, va prendre des dimensions d'un côté et de l'autre à une aiguille en fait, qui perce le bloc de marbre et qui permet d'atteindre la surface désirée. Alors bon, ça c'est la sculpture comme on la pratique depuis l'Antiquité. Là où Rodin en fait est un peu différent des autres, c'est qu'à partir d'un certain moment, si vous voulez, il saute la première étape. C'est-à-dire qu'il ne modèle plus, sauf lorsqu'il s'agit de portraits, évidemment. Et il travaille à partir de figures qui existent déjà, qui ont été modelées au début des années 1880 pour la Porte de l'Enfer, et dont il a donc un grand stock et qu'il va éternellement recomposer. Il a des figures, mais il a aussi, il faut imaginer ce qu'on appelle les abattis, c'est-à-dire des séries de petits bras, de petites jambes, et il peut donc, si vous voulez, piocher très vite et imaginer des groupes presque aussi vite que la pensée qui lui traverse l'esprit. Et puis, de toute façon, au moment... Alors, évidemment, que si c'est un bronze, bon, là, il n'y a pas de modification possible. Mais si c'est un marbre, Rodin, en fait, suit le travail du praticien et intervient encore un certain nombre de fois. Et l'exemple peut-être le plus célèbre, même si c'est une histoire tellement jolie qu'on se demande si elle est vraie, c'est le cas de cette œuvre que l'on appelle La Pensée, qui est au musée d'Orsay et qui est en fait la tête de Camille Claudel, posée sur un bloc de marbre qui est juste un bloc non taillé, un bloc rectangulaire non taillé. Donc on raconte que Rodin avait confié l'œuvre à un de ses praticiens qui s'appelait Péter. Donc Péter a fait la tête et puis il a demandé à Rodin de venir pour lui dire ce qu'il voulait faire de la partie basse. Est-ce qu'il voulait faire un corsage, une collerette ou que sais-je. Donc Rodin vient dans l'atelier et quand il voit le contraste entre cette tête bien finie et le bloc qui lui était simplement dégrossi, il trouve que c'est formidable et il dit à Péter, surtout vous n'y touchez plus. Et donc, vous voyez, je pense qu'il faut toujours, comme je le disais tout à l'heure, Rodin déteste terminer quelque chose. Il pense qu'une œuvre peut toujours se modifier. Il faut penser qu'on est allé à la période de Bergson et de gens comme ça, avec cette idée d'une espèce de flux vital qui est toujours actif. Et pour Rodin, la sculpture est comme ça. Une forme peut toujours se transformer, toujours devenir autre chose. Et jusqu'au bout, donc, il essaie de se garder cette marge de transformation possible. Et au niveau des bronzes, est-ce Oui. qu'il y a des séries limitées ou Oui. est-ce que... Voilà, d'accord. Oui, alors, du temps de Rodin, il n'y avait aucune limite. Donc, une œuvre comme L'Âge d'airain, par exemple, qui a eu beaucoup de succès, on considère qu'il y en a plus de 50 qui sont considérés comme des bronzes dits originaux. Maintenant, depuis 1968, je crois, il y a une règle qui est en fait une règle fiscale et qui limite à 12. Parce que la sculpture, c'est un métier qui coûte cher. Donc, pour que l'artiste gagne un petit peu d'argent, il faut l'autoriser à faire plusieurs exemplaires de son œuvre. Donc, on a décidé que c'était 12, non pas pour des raisons techniques, mais je vous dis encore une fois, c'est Bercy qui a décidé ça, c'est une règle purement fiscale. Donc, les 12 premiers sont considérés comme des originaux. Donc, en vente publique, ils auront une valeur élevée. Et une TVA, par contre, qui est très basse. Et puis, à partir du numéro 13, ça devient des reproductions. Donc, ça s'inverse, la valeur diminue, mais la TVA augmente. Et on peut arriver au cas extrême où 12 et 13 sont fondus en même temps dans la même fonderie. Et en fait, 12 restera donc un bronze original et 13 deviendra une reproduction. Mais ça, c'est quelque chose de récent, donc... La Porte de l'Enfer, qui est Oui. en Californie, à Palo Alto, Oui. C'est une reproduction ou Non, parce que la Porte de l'Enfer, la Porte de l'Enfer, en fait, on en est, je crois, à la 8e actuellement. Donc, vous voyez, il y a encore un petit peu de marge pour le musée. Alors, ce qu'il faut dire aussi peut-être, c'est que le musée Rodin
a la particularité d'être le seul musée national en France qui vive en grande partie de ses propres ressources, et ressources qui sont notamment la vente des bronzes. Quand Rodin est mort, il a laissé toute son œuvre et toutes ses propriétés à l'État français, avec notamment le droit et même, je dirais, le devoir pour certaines œuvres de faire des bronzes, puisque Rodin a expressément demandé que ces œuvres qui n'étaient pas terminées, c'est-à-dire qui n'étaient pas en matériaux définitifs, hein, bronze ou marbre, soient fondues en bronze. Puisqu'en principe, après la mort de l'artiste, on ne fait plus de marbre. Dans le marbre, il y a tout de même l'intervention d'une autre main, et donc on considère que quand l'artiste n'est plus là pour valider le travail, on ne doit plus faire de marbre. Par contre, le bronze se faisant à partir d'un moule, vous voyez, donc là, pour le coup, il n'y a pas d'interprétation possible. Donc Rodin a souhaité que certaines de ses œuvres soient fondues en bronze, et le musée Rodin, donc, à partir de ça, fonde des bronzes depuis 1917, date de la mort de Rodin, et c'est la raison pour laquelle Bénédite a voulu faire ce plâtre complet de la porte de l'enfer, parce qu'il considérait que c'était une chose importante, qu'il faudrait un jour la fondre en bronze, et que pour ça, il fallait absolument avoir un plâtre qui était, disons, validé par Rodin, même si nous savons que dans les derniers mois, Rodin était extrêmement fatigué et ne s'est certainement pas occupé du remontage de la porte de l'enfer. C'est une opération purement faite par Bénédite. Mais enfin, Rodin était encore là. Elle semble correspondre à ce qu'on peut savoir de la porte avec toutes ces figures. Et donc, c'est la porte telle qu'on la fond aujourd'hui. Et donc, cette porte-là, les premières fontes ont été réalisées entre 1926 et 1929. La première est à Philadelphie, la deuxième au musée Rodin. Il y en a eu 4, je crois, à ce moment-là. Et puis, il y a eu toutes fondues par Alexis Rudier. Et puis, il y a une deuxième série de portes de l'enfer, dont la première est celle que vous évoquiez, qui se trouve aujourd'hui à Stanford, en Californie, et qui a été commandée justement par les Cantors. Cantor était un richissime américain qui s'est pris de passion pour Rodin et qui a donc été un vrai soutien pour le musée Rodin, étant donné le nombre de bronzes qu'il a commandé. Et c'est donc lui qui a fait refaire la porte de l'enfer. Si vous voulez, la dernière fondue par Rudier, c'est au moment de la guerre. Elle a d'ailleurs été fondue pour Hitler, pour le musée que Hitler voulait réaliser. Et ensuite, on attend 1980 pour refaire une porte de l'enfer, cette fois-ci à la cire perdue, et non pas selon la technique du sable qui était employée précédemment, et par la nouvelle fonderie de Coubertin, qui est en vallée de Chevreuse, donc près de Paris, et qui est la seule fonderie aujourd'hui qui soit capable, enfin la seule fonderie française, qui soit en mesure de fondre la porte de l'enfer. Et donc là, je crois qu'il y en a eu 4 récemment, donc voyez, on arrive à 8. Pardon ? Il a été fait, le Balzac, il doit être juste à 12 ou à la rigueur 13. Parce qu'en en fait, si vous voulez, ce qui s'est passé, c'est que du temps de Rodin, il n'y avait pas de limitation. Donc, et à vrai dire, les registres de fonte étaient assez mal tenus. Et malheureusement, le musée Rodin a continué dans cette mauvaise voie. Ce qui fait qu'après la Deuxième Guerre mondiale, quand le musée a été repris en main par une femme qui s'appelait Cécile Goldscheder et qui s'est rendu compte qu'il fallait absolument qu'elle développe la vente des bronzes si elle voulait tout simplement que le musée survive. Au fond, elle ne savait pas très bien où elle en était. Et elle a donc repris des séries. Et pour des œuvres qui avaient été des œuvres pas très appréciées précédemment, parce qu'il faut bien voir, si vous voulez, que le Rodin qu'on aime pendant la première moitié du XXe siècle, c'est le Rodin des grandes figures, des bourgeois de Calais, etc. Et le Rodin du fragment, de l'homme qui marche et du Balzac, c'est vraiment le Rodin plus récent. Et donc pour ce Rodin-là, elle ne s'est pas beaucoup préoccupée de savoir combien d'exemplaires avaient déjà été fondus, et elle a décidé de recommencer à 2 ou 3. Et en fait, en renumérotant, et en fait, il y a 2 numéros 4, 2 numéros 5, 2 numéros 6. Donc ça fait des séries qui débordent un peu les 12 exemplaires autorisés. Sur le caractère inachevé de certaines œuvres, est-ce que c'est ce qui fait vraiment la modernité de Rodin à son époque? Et est-ce que d'autres artistes, d'autres sculpteurs réfléchissent de la même manière? Alors que d'autres artistes, oui, là, la réponse est très simple, oui, parce que Rodin a été très imité, donc cette façon, si vous voulez, de faire contraster une partie très finie dans ses marbres et un arrière-plan juste ébauché, ça a été repris par d'innombrables autres artistes. Alors ensuite de quoi, la grande question est de savoir,
est-ce que c'est vraiment non fini? Est-ce que c'est une œuvre qui est vraiment inachevée ou est-ce que c'est une volonté de l'artiste de s'arrêter à ce moment-là? Et c'est une question, par exemple, que l'on se pose beaucoup à propos de Cézanne, dont beaucoup de tableaux semblent inachevés sans qu'on sache si c'est une volonté de l'artiste de s'être arrêté là ou non. Alors, dans le cas de Rodin, moi je pense que Rodin est quelqu'un qui n'aime pas la difficulté. Donc, quand il ne trouve pas la solution, il a tendance à laisser les choses de côté en espérant que l'inspiration viendra un jour et lui permettra de trouver la solution. Donc, il y a effectivement des œuvres dont on sait qu'elles sont laissées inachevées. Mais parfois, Rodin lui-même, après un certain temps, a trouvé que c'était mieux comme ça. Et si vous voulez, c'est vraiment le cas de la méditation que nous avons vue tout à l'heure, cette figure qui Rodin avait agrandie pour le monument à Victor Hugo, mais sans savoir très bien quoi faire des bras. Et finalement, il a trouvé que les bras étaient parfaitement inutiles et qu'elle était parfaite telle qu'elle. Et donc, il l'a exposée comme cela, il l'a fait fondre en bronze. Et il a vendu, donné des exemplaires. Donc, si vous voulez, même si elle nous paraît incomplète, c'est une figure qui, à ses yeux, était totalement aboutie. Et je pense aussi que ça va dans ce sens, si vous voulez, cette volonté de Rodin de laisser toujours une possibilité à l'œuvre de devenir autre chose. Ça, c'est quelque chose qu'on voit très bien. On aurait pu parler 2 heures sur ce sujet. En suivant des œuvres de Rodin à travers toute sa carrière. Enfin, c'est ce que je vous ai montré un peu avec L'homme qui marche, qui part de ce petit torse ruiné. Parce que Rodin est aussi certainement quelqu'un qui aime à ce que le temps marque l'œuvre. Si vous voulez, la sculpture, elle a 3 dimensions. Ça, c'est presque la palissade. Mais Rodin intègre une 4e dimension qui est celle du temps. Le temps de l'œuvre, la façon dont elle s'enracine dans un passé et peut annoncer un avenir, c'est aussi une dimension qui est, je pense, très importante à ses yeux. Donc tout ça, parfois, donne une impression d'inachevé à son œuvre, mais qui, je pense, ne correspondait pas vraiment à ce que lui ressentait. La philosophie de Bergson, il a fait sienne, il connaît Bergson. Alors oui, il a connu Bergson, je ne pense pas intimement, parce que Rodin n'est pas quelqu'un d'intellectuel, mais il y a quelqu'un d'autre dont il était proche, c'était l'Allemand Simmel. Simmel qui, lui, a beaucoup admiré Rodin, a écrit d'ailleurs sur lui. Et si vous voulez, là encore, je ne pense pas que Rodin... je pense que Rodin est quelqu'un qui part vraiment de la matière, qui part de la nature qu'il a sous les yeux. Mais en même temps, il vit dans une époque, il est certainement extrêmement perméable à cette époque, aux influences, aux courants d'idées, etc., qui d'une certaine façon, finalement, se traduisent dans son œuvre, sans que ce soit probablement très conscient de sa part. Mais ça, c'est difficile aussi, parce qu'il aurait fallu qu'on assiste aux après-midi du samedi dans l'atelier de Rodin, aux discussions qui pouvaient s'ébaucher, aux visites qu'il a reçues, etc. Merci. Je vous en prie. D'autres réactions? Oui, madame. Oui, je voudrais savoir, dit-on, que l'influence de Camille Claudel a été énorme sur Rodin et que parfois il s'était approprié peut-être pas une œuvre entière, mais des idées de Camille Claudel. Est-ce que... Alors moi, j'ai une opinion très claire. J'ai une opinion très claire là-dessus. C'est que ça fait partie, si vous voulez, des choses qu'on raconte parce qu'on est tous émus par le destin de Camille Claudel, mais qui sont en fait complètement fausses. En fait, si vous voulez, il faut bien voir qu'il y a tout de même presque 25 ans de différence entre les deux. Camille arrive dans l'atelier de Rodin alors qu'elle est toute jeune. Elle devient son élève au titre que d'autres jeunes femmes. Il y a tout un atelier autour de Rodin. Et puis, elle va émerger effectivement au sein de cet atelier et devenir donc... ce que vous savez, la maîtresse de Rodin, et Rodin l'a dit lui-même, une forme de collaboratrice. Alors, c'est évident que dans l'atelier, les idées devaient s'échanger. C'est évident que Camille Claudel a pris des idées à Rodin et que Rodin en a pris à Camille Claudel. Mais dans ce milieu de l'atelier, il faut bien voir aussi que vous avez le patron, en quelque sorte, qui dirige tout ça, et puis après, une série d'assistants... que tout ça est animé par une même volonté, va dans le même sens pour créer une œuvre qui est l'œuvre de Rodin. Alors, ce qu'on sait, si vous voulez, de plus précis, c'est que Camille, comme d'autres, a modelé des mains, des petites têtes, notamment pour la porte de l'enfer, dans cette période de grande création de l'atelier de Rodin, mais elle n'est pas la seule. Et à ce moment-là, elle travaille sous la direction de Rodin pour lui.
à l'intérieur d'un atelier. Je dirais que c'est la même chose que les praticiens qui sculptent les marbres, parce que personne ne m'a encore posé la question, mais ça va peut-être venir. Pourquoi les praticiens ne signent-ils pas les marbres? En fait, si vous voulez, les praticiens, ils font en quelque sorte la main qui est dirigée par un esprit qui est celui de Rodin. Donc l'œuvre est bien celle de Rodin, et le praticien là-dedans n'est vraiment qu'un exécutant, de même que le fondeur qui fait un moule pour réaliser un bronze. Alors, dans le cas de Camille Claudel, c'est vrai qu'on peut, et moi j'ai eu l'occasion de le faire lors d'une exposition il y a bien des années, mettre en parallèle les deux œuvres et voir une sorte de dialogue qui s'instaure entre eux à travers les œuvres. Parce que je vous parlais tout à l'heure de La Pensée, donc portrait de Camille Claudel, qui reprend ou qui fait écho en quelque sorte à une œuvre de Camille Claudel elle-même qui s'appelle Le Psaume et qui présente une tête qui est enveloppée dans un capuchon et posée sur une base qui est comme une sorte de brique. Donc si vous voulez, cette façon de faire d'une tête une sorte d'objet presque décoratif en la posant sur une base de ce type est une idée dont on peut dire que c'est d'abord une idée de Camille Claudel reprise ensuite par Rodin. Et le lien est peut-être d'autant plus fort que l'œuvre de Rodin est justement un portrait de Camille Claudel. Mais quand Camille Claudel avait fait cela, elle-même avait repris un procédé de Rodin. Parce que cette tête qu'elle avait donc isolée et posée sur un socle, c'était en fait une tête destinée à un groupe qu'elle avait fait, qui s'appelait Sakuntala. Et cette façon de prendre des éléments d'un groupe pour les faire évoluer et en faire autre chose, c'est un des procédés les plus caractéristiques de Rodin. Donc, vous voyez, je pense qu'on ne peut pas dire que Rodin est pris à Camille Claudel. Ça, à mon avis, l'expression est très fausse. Mais par contre, que des idées s'échangent et qu'il y ait des discussions, qu'il y ait, vous voyez, toute cette collaboration à l'intérieur d'un atelier, c'est évident que la réponse est oui. Et c'est oui avec Camille Claudel et oui, certainement, avec d'autres artistes. Ensuite de ça, l'œuvre de Camille Claudel est une toute petite œuvre comparée à celle de Rodin. Et je veux dire, on ne peut pas les mettre tous les deux sur le même plan. Enfin, l'œuvre de Camille est un grand sculpteur. Son œuvre est très belle, très émouvante. Mais je dirais qu'elle est un grand sculpteur et Rodin est un génie. Il y a tout de même, je dirais, une différence entre les deux. Oui, concernant le Rodin et Mayol, oui. J'ai noté qu'il y avait très souvent l'absence des bras. Est-ce un hasard ou une volonté artistique, esthétique? Alors, si vous voulez, on sait que Mayol avait du mal avec les bras. Donc Mayol, mais Mayol, c'est aussi, il faut toujours se méfier parce que les torses que l'on voit de Mayol, ce sont souvent des œuvres tardives. Le Mayol, si vous voulez, du temps de Rodin, c'est un Mayol qui fait des figures entières. Hein. Donc il y a aussi, je dirais, il faut toujours se méfier parce que au XXe siècle, et les descendants d'artistes ont eu tendance à faire fondre des choses qui étaient des fragments d'œuvres qui auraient dû être entières et qui sont peut-être considérées, qui doivent plutôt être considérées comme des études. Donc vous voyez, c'est pas tout à fait la même chose. Je pense que dans le cas de Mayol, les torses sont plutôt une étape d'une œuvre qui est en train de se construire, alors que dans le cas de Rodin, c'est souvent plutôt une sorte de réduction d'une œuvre qui a été entière à un moment donné, et donc pour des raisons diverses, il a supprimé des éléments pour concentrer l'intérêt sur ce qui lui paraît l'essentiel. Et ce qui est clair en tout cas, c'est que Rodin a exposé à plusieurs reprises des torses de son vivant, alors que Mayol n'en a exposé que très tardivement. Évidemment encouragé par toute l'histoire de la sculpture du début du XXe siècle. Une dernière question peut-être? Non? Oui. Merci de votre conférence. J'ai une curiosité, c'est concernant toutes ces pièces qu'on ne voit pas, quels que soient les dessins, les sculptures. Est-ce qu'il y a moyen de les consulter maintenant sous une forme numérique, sans les abîmer, mais au moins profiter, savoir un peu tout ce qu'on ne nous montre pas et connaître un peu mieux ces artistes-là, que je pense à Rodin, je pense à Claudel? Alors, je pense que la situation est différente pour chacun d'entre eux. Bon, déjà, si vous allez au musée Rodin à Paris, vous verrez énormément de choses maintenant parce que le musée a fait l'effort de ressortir énormément de pièces qui étaient en réserve jusqu'à une période récente. Et par ailleurs, dans le cas de Rodin, si vous allez sur le site du musée Rodin, vous allez vers l'onglet ressources et ensuite vous avez énormément de choses sont maintenant en ligne, photographiées sous plusieurs angles et c'est vraiment
une ressource dont moi je me sers extrêmement souvent. Et je dirais que ce sont surtout les choses non connues, les choses en réserve que vous trouverez sur le site, plutôt que les œuvres célèbres. Par exemple, bon, j'ai cherché, peut-être pour cette conférence-ci ou pour une autre, L'homme qui marche n'est pas sur leur site, alors que c'est tout de même une des œuvres phares de Rodin. Par contre, vous avez des quantités de petits groupes en plate, d'Abati, etc., etc. Donc pour Rodin, maintenant, je trouve que la situation est plutôt bonne et satisfaisante. Alors pour les autres, ensuite, c'est à chacun selon ses moyens, ses possibilités. Il y a aussi le fait que certains artistes sont dans le domaine privé, dans le domaine public, et d'autres pas encore. Je ne suis pas sûre. Est-ce que Mayol est dans le domaine public? Oui, maintenant. Je ne suis pas sûre. Camille Claudel, je sais, vient d'y tomber ou va y tomber, puisque c'est 70 ans après la mort de l'artiste. Oui, donc tous les deux doivent être maintenant dans le domaine public. Donc tout ça aussi fait que la situation change. Mais je ne peux pas vous donner de réponse plus générale, disons. Sur Navigart, peut-être, non? Sur Navigart, je pense qu'on peut-être, il faudrait... doit pouvoir, par mots-clés, trouver un bon nombre d'artistes. Mais en tout cas, pour Rodin, le site du musée est maintenant très riche. Bon, merci de votre attention. Avant de vous inviter à une dégustation de vin dans le hall du théâtre, je tenais à vous rappeler jeudi prochain, donc le 6 juillet, vernissage d'une expo de sculpture ici à Canet, à l'Arboretum, plus précisément, Patrick Desombre. Donc n'hésitez pas à venir, c'est à 18h30 et c'est jeudi prochain, 6 juillet. Merci de votre attention. Bonne soirée.